Après le Nunavut, le Soleil navigue maintenant à travers le territoire du Nord-Ouest et met le cap sur la communauté inuite de Holman. C'est un village isolé de 400 âmes établi au fond d'une baie bien protégée. Un comité d'accueil attend déjà les passagers sur la plage. Notre arrivée est l'événement du jour. Les enfants et les jeunes viennent spontanément serrer la main et essayer de discuter. Bonjour à tous. D'emblée, l'intérêt touristique du village paraît bien limité. Nous sommes là juste pour comprendre qu'à Holman, l'expression bout du monde n'est pas vaine. La capitale du territoire, Yellowknife, est à 950 km de là et Ottawa, la capitale fédérale, se situe à 3600 km. L'isolement de ces communautés est une réalité. En arpentant des rues bien trop larges, nous gagnons le petit cimetière. Vue générale sur le village et toute la baie. L'organisation du village n'échappe pas à la règle inuite. Le stockage en vrac et à ciel ouvert de tout ce qui ne sert plus aujourd'hui mais qui servira peut-être un jour. Beaucoup d'habitants se sont rassemblés sur la plage, impatients qu'ils sont d'embarquer sur le Soleil pour y présenter un spectacle folklorique avec chant, percussions et danse. En tout début de journée, le Soleil approche de la baie de Jess Harbour, située sur l'île Banks.
peine sorti de l'eau, le soleil incendie la toundra, donnant une teinte irréelle au paysage. Bonjour, welcome. Nous entamons une longue balade autour de la lagune, dans la fraîcheur du petit matin, en contournant plusieurs petites mares et quelques tourbières. C'est le début de l'automne, il fait déjà froid et la lagune commence à geler. En fin de matinée, le Soleal retrouve la glace. Cela nous permet d'aller à la rencontre d'un nouvel ours qui achève son repas sur un morceau de banquise. Repu, l'ours s'enfuit à notre arrivée, ne laissant au goéland que la peau et les intestins d'un phoque malchanceux. La nature y trouve pourtant son compte. Si géographiquement le passage du nord-ouest s'achève ici, notre voyage n'est pas terminé pour autant. Le Soleal fait un large détour vers le continent canadien, vers les Smoking Hills, les collines fumantes. Ces larges panaches de fumée ne sont pas le signe d'un volcanisme imprévisible. Ces hautes collines sont constituées de schistes bitumineux, de soufre et de lignite qui s'enflamment spontanément puis se consument lentement au contact de l'oxygène de l'air. Après combustion, les roches avoisinantes changent de couleur, deviennent très instables et glissent vers la mer, mettant à jour de nouveaux filons de schiste qui brûlent à leur tour. Nous déambulons sur une étroite plage de sable orangé face à ce curieux spectacle minéral qui est en évolution permanente. D'emblée, nous sommes assaillis par de fortes odeurs de bitume chaud et des émanations âcres de soufre. Le Soleal reprend sa route en naviguant sur la mer de Beaufort en direction de l'île Herschel. Arrivé à l'île Herschel, dans le territoire du Yukon, tout au nord-ouest du Canada. Et ce matin, c'est vent froid et grains de pluie accompagnés de neige fondue. Difficile de rester très longtemps sur les coursives extérieures pour admirer le paysage. Pour cela, la passerelle du bateau est beaucoup plus confortable. Cette île est maintenant sous la protection d'un parc territorial dont le responsable vient à bord nous donner ses consignes. Ranger de Parc Canada qui va vous parler. C'est Richard qui nous accueille. Good morning. Bonjour.
Welcome to Kikatdaruk, Herschel Island Territorial Park. Donc bienvenue là où on est. C'est le directeur du parc. Sitting there and keep warm. It's pretty. It was minus 1.6 degrees this morning. Donc si vous avez froid, vous pouvez aller vous réchauffer ici. Parce que ce matin, il faisait 1,6 degrés. C'est une ancienne base de chasseurs de baleines qui a été en activité jusqu'en 1907. De nombreux bâtiments sont encore debout, transformés en gîtes ou en musées. De nombreux vestiges d'outils ou de machines sont encore disséminés autour des constructions. Les plages sont envahies de grosses branches ou de troncs emportés vers la mer lors des débâcles printanières du fleuve Mackenzie tout proche. Les tempêtes sont si violentes que beaucoup de ces troncs sont échoués jusqu'au centre de cette île plate et très basse sur l'eau. L'île Herschel est notre dernière escale au Canada. Dans quelques milles, le Soleal naviguera au large de l'Alaska en territoire US. En fin de matinée, le vent a forci et à l'heure du repas au restaurant du Pont 2, nous sommes bien placés pour comprendre que la mer de Beaufort mérite sa réputation de mer difficile. Mais le vent, venant de l'arrière, le Soleal reste très confortable grâce à ses stabilisateurs. C'est ainsi que le bateau navigue le long des côtes nord-ouest américaines tout le reste de la journée et la nuit suivante toujours cap à l'ouest. La matinée est encore bien agitée dans la mer de Beaufort. Le vent souffle toujours, la mer bouillonne au passage du bateau, le ciel est à la pluie et à la neige, la visibilité est médiocre. En fin d'après-midi, le Soleal vire Pointe Barrow, qui est le cap le plus septentrional des USA. Le temps est bouché, on ne voit rien de cette côte basse et dangereuse de l'Alaska. À 18 h, le navire mouille très au large de Barrow afin que les autorités puissent monter à bord et effectuer les formalités d'entrée dans ce nouveau pays. Donc nous allons envoyer un Zodiac pour aller chercher les autorités et ensuite on vous demandera de prêter attention aux annonces ultérieures pour procéder aux formalités de libre pratique. Merci. Les officiers d'immigration se font attendre. Sous les grains de neige fondus, la première personne à embarquer est le pilote local qui restera avec nous jusqu'à la fin du voyage. Après l'arrêt à Barrow, le Soleal entame pour toute la journée une navigation paisible sur la mer des Tchouktches. À 6 h du matin, le Soleal repasse sous le cercle polaire et arrive en fin de nuit dans les détroits de Bering. Le bateau met alors le cap vers les îles Diomède qui restent longtemps cachées sous une épaisse couche de nuages.
7h30 du matin, le 13 septembre, et en face de nous, c'est l'île de la Petite Diomède, donc une île américaine. Et derrière, à 4000 nautiques, c'est l'île de la Grande Diomède qui, elle, est russe. Donc 8h du matin, dimanche 13 septembre 2015, le Soleal est mouillé dans le chenal qui sépare la Grande Diomède à gauche, territoire russe, et la Petite Diomède à droite, territoire de l'Alaska, États-Unis. C'est un carrefour politique entre deux États et deux conceptions du monde. C'est un carrefour géographique. Ce que l'on voit, c'est la différence des eaux entre celle de l'océan Arctique au fond et celle de l'océan Pacifique tout près de nous, la ligne de démarcation entre les deux océans. Et c'est aussi un carrefour temporel puisque c'est la ligne de changement de date. À droite, c'est dimanche 13 décembre à 8h du matin et à gauche, c'est lundi 14 décembre à 8h du matin. Voilà le seul et unique village de l'île de la Petite Diomède, le village le plus occidental du monde. Pouvoir visiter le village de Petite Diomède est un véritable privilège qui se mérite. Bien peu de visiteurs ont cette chance. Les 90 habitants de Petite Diomède vivent accrochés à leurs cailloux dans des conditions précaires. L'eau est stockée dans une grande citerne collective. Les eaux usées sont évacuées on ne sait comment. Seule concession au modernisme, l'électricité et les téléphones portables. Toutes les maisons sont construites sur pilotis, suspendues au flanc de la pente, serrées les unes contre les autres, juste séparées par des escaliers ou des cheminements métalliques. Pourtant ce sont les États-Unis ici, mais on en est à des années-lumière. Diomède est loin de tout, au bout du monde, hors du monde. Bien que très isolés, les habitants ont toujours refusé de s'exiler sur le continent où on leur promettait pourtant une vie bien plus facile et plus confortable. Et notre visite se termine sous la pluie. Peu après avoir quitté Diomède, le Soleal contourne Fairway Rock, qui est un lieu important de nidification d'oiseaux marins. La dernière journée complète de navigation est arrivée. Dès le matin, le chef d'expédition présente un récapitulatif des activités et observations vécues lors de la croisière. On aurait pu faire peut-être plus, peut-être différemment, peut-être autrement, on aurait pu, faire d'autres choix. Il y a toujours moyen de modifier les choses à la marge, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a, nous, l'équipe naturaliste, et avec le commandant, vraiment travaillé, on a donné le meilleur de nous-mêmes, ça vraiment, pour justement vous offrir ce passage-là. On en est content et j'espère que vous l'êtes aussi. Moi, je remercie infiniment mon équipe du fond du cœur parce que ils ont été là quand il fallait. Et ça, c'est inestimable. Et puis je vous remercie, vous, d'avoir joué le jeu. Puis je vous dis à une prochaine croisière d'expédition. Merci. Nous voulons vous remercier pour votre gentillesse, votre intérêt, votre compréhension, votre indulgence aussi, parce que parfois, il vous est arrivé de ne pas être suffisamment précis. Merci aussi à Raph de nous avoir emmenés sur cette magnifique traversée. Merci à toute l'équipe. Des moments pour nous très agréables, c'est de nous retrouver avec elle. Voilà, c'est tout, j'en resterai là. Merci beaucoup. Nous devions débarquer à Savunga, sur l'île Saint-Laurent, mais la météo en a décidé autrement. Trop de vent, trop de houle.
Le Soleal fait donc demi-tour au moment où commence la cérémonie de clôture à l'arrière du pont 6. Ce demi-tour matérialise le point le plus occidental de la croisière, à plus de 170 degrés ouest. Merci à tous d'être venus. On va vous présenter un spectacle d'hiver. C'est la première fois qu'on le fait. À juste titre, ce spectacle est intitulé Winter Show. Pas besoin de mettre le champagne au frais. Irrémédiablement, le Soleal met le cap vers le port de Nome que nous atteindrons demain en tout début de matinée. Le Soleal est mouillé au large et c'est en chaloupe que nous gagnons le port pour ensuite partir à la découverte de Nome dans un bus local. Nome a connu la gloire au début du XXe siècle au moment de la ruée vers l'or. Tous les chercheurs d'or s'y sont rassemblés pendant quelques années. Nome a conservé quelques souvenirs de cette période dans son urbanisme et son architecture, typiquement Far North. Il est 11h du matin et on a l'impression que l'ombre de Lucky Luke plane à chaque carrefour. Et même si les chercheurs d'or ont troqué leur monture, ils se dirigent toujours vers le même saloon. Et l'histoire nous rattrape. Dans la rue principale, un buste a été érigé à la gloire du Norvégien Amundsen, premier vainqueur du passage du Nord-Ouest en 1906. Au bout de la piste, l'avion nous attend. Peu après le décollage, nous jetons un dernier regard ému vers le Soleal, à bord duquel nous avons vécu une croisière d'expédition hors norme.